la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Mon genre de femme. Parfait. Salut Benoît. Maxime Delan, bonjour. Comment ça va? Ça va mieux que cette pauvre femme qui a été trouvée assassinée à Sainte-Catherine. Ouais, un autre meurtre dans un contexte conjugal. Ça se passe dans la nuit de dimanche. Il y a un début d'incendie qui se déclare dans un logement de la rue Union à Sainte-Catherine sur la rive sud de Montréal. Sur le coup, quand les pompiers arrivent, ils trouvent un corps. On pense sur le moment que c'est peut-être un suicide. On transfère ça à la police. Les policiers, quand ils se pointent là, ils comprennent que c'est pas un suicide, c'est clairement un meurtre. Il faut quand même, je précise, que la police ne confirme pas pour le moment qu'il s'agit d'un meurtre. Selon mes informations, par contre, c'est bel et bien le cas. Je vais t'épargner les détails. Combienième féminicide cette année? On a arrêté d'en parler. Moi, je tiens... que... À chaque femme qui est assassinée, moi, je l'inscris, je tiens une liste parce que je trouve ça triste, ce qui se passe au Québec. Le nombre s'accumule. Ça serait la 20e femme assassinée cette année au Québec et la 12e dans un contexte conjugal. Maintenant, pour ce qui est du meurtre, je vais t'épargner les détails, mais je peux te dire que le suspect dans ce dossier-là a commis des atrocités avec le corps de sa victime. Une scène extrêmement difficile pour les services d'urgence. Il y a un suspect qui a été arrêté dans ce dossier-là à proximité de la scène de crime. Il s'appelle Éric Biscotti. C'est un gars de 55 ans. Et selon les voisins à qui mes collègues ont pu parler sur le terrain, la victime, elle s'appelle Linda Benoît. Linda Benoît était célibataire jusqu'à tout récemment. Puis selon les voisins, ils disent à un moment donné, on a vu ce gars-là à qui on faisait zéro confiance, qui est arrivé dans le portrait. Et moi, c'est là que je trouve ça triste parce que j'ai parlé à des policiers du secteur et tout le monde, tous les policiers à qui je parlais connaissent Éric Biscotti, 55 ans, et ils me le qualifient tous comme un gars extrêmement dangereux. Biscotti avait été... Qu'est-ce qu'il faisait en liberté s'il est Mais ça, c'est une bonne question. Il y a un de ces policiers-là qui me dit, regarde, il dit, je suis pas au courant des examens psychiatriques qu'il a pu recevoir, mais ce gars-là, c'est un danger public, aurait jamais dû se retrouver dans la rue. Puis dans ce dossier-là, tu as une femme, Linda Benoît, qui a jamais rien demandé à personne, qui avait l'air de mener une petite vie tranquille. Puis elle, quand elle s'est mise en couple avec ce gars-là, elle savait pas qu'Éric Biscotti venait de sortir de prison. Il venait de pogner 38 mois de prison en 2021 pour avoir battu, étranglé, commis des voies de fait sur son ex-conjointe. Cette femme-là le savait pas. Mais quand tu t'intéresses au passé criminel d'Éric Biscotti, tu vois que depuis le milieu des années 80, écoute, il s'est retrouvé devant la justice pour une centaine de crimes. Plus d'une centaine. J'ai rarement vu ça. Il y a 2 pages complètes au plumitif là, du ministère de la Justice. Fait que t'as cette fille-là qui est morte dans, probablement, j'imagine, dans d'atroces souffrances. Je te l'ai dit, je peux pas donner les détails, mais c'est horrible ce qui s'est passé dans ce logement-là. Éric Biscotti a été arrêté pour le moment. Il fait face à des accusations d'outrage à un cadavre. Souvent, ça, c'est une technique d'enquête parce qu'on veut récolter un peu plus d'éléments de preuve pour finalement l'accuser de meurtre. C'est peut-être des accusations qui pourraient être déposées prochainement, mais je trouve ça extrêmement triste. On le disait, une 20e femme assassinée au Québec en 2024. Bon, et ça tire toujours à Montréal. Ça continue de tirer. On en parle peut-être un peu moins, mais ça continue de tirer. Puis cette histoire-là que je vais te raconter, ça illustre bien dans quel état d'esprit sont certains citoyens dans des quartiers un petit peu plus chauds. Ça se passe dans la nuit de dimanche. On est en plein quartier résidentiel sur la 8e avenue dans le quartier Saint-Michel. Les policiers ont pu visionner des images de caméras de surveillance. Puis sur les images, ce qu'on me raconte, c'est qu'on voit 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, qui se chicanent. Bon, ils se chicanent en pleine rue et à un moment donné, tout le monde part à courir. Il y a des coups de feu qui sont tirés et là, ça se court après et ça tire et ça tire. Et là, il y a d'autres gens qui apparaissent dans l'image. Fait qu'on ne sait pas exactement son combien, mais une chicane qui dégénère. Mais là où ça devient intéressant et inquiétant à la fois, c'est que ça a tiré sur la 8e avenue, la 7e avenue et sur l'avenue Émile-Journeau. Et il n'y a personne qui a appelé au 911. Le premier appel au 911 a été fait un petit peu avant 10 h du matin, le dimanche matin, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à son char qui a dit « Tabarouette, il y a un trou de balle dans mon auto. » Il appelle au 911, les policiers arrivent là et ils se rendent compte que les coups de feu ont été tirés plusieurs heures plus tôt. Et ils se mettent à faire du porte-à-porte. Ils rencontrent les voisins.
il y a des voisins qui racontent, ben oui, moi, j'ai vu, il était habillé en noir, et ça s'est m'attiré. Ça ne donne même plus la peine d'appeler. Non, je pensais que quelqu'un d'autre allait appeler. Ah oui. Mais ça te donne-tu une idée à quel point les gens sont... Tu sais, soit qu'ils en ont jusque-là des épisodes de violence armée, soit qu'ils ont peur. De s'impliquer. Ouais. Exactement. Dans ce dossier-là, on n'a pas de blessés, on n'a pas de suspect arrêté non plus, mais plusieurs véhicules endommagés par des coups de feu. Ça te donne une idée, ces gens-là, la considération qu'ils ont pour la vie humaine. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu être en train de marcher dans le secteur et être atteints d'une balle perdue. Et si tu vas au restaurant ces temps-ci, ne commandez pas un cocktail, hein? Parce que vraiment... C'est mauvais jeu. C'est de mauvais goût, ça. C'est une mauvaise foi. Mais je termine avec ça. Les gens qui n'ont pas lu cet article-là, je les invite sérieusement à aller le lire. C'est vraiment... C'est inquiétant. C'est inquiétant ce qui se passe au centre-ville. Mais sincèrement, là, tu dis, est-ce que je vais aller au restaurant, moi, ce soir? Mais c'est ça. Et puis, ta question est tout à fait légitime. Tu sais, c'était en première page du Journal de Montréal samedi. Tu sais, on est habitué aux actes d'extorsion, où il y a des bandits qui vont voir des propriétaires de commerce et qu'on leur dit, pour de la protection, ça va te coûter tel montant par mois. Exemple, 10 000 $. Tu acceptes. Pas de problème, on te laisse tranquille. Tu refuses, tu risques d'être réveillé par les pompiers ou par les policiers une couple de nuits plus tard en disant « Ouais, ton commerce est en train de passer au feu. » Et si tu refuses toujours de payer, ça se peut qu'on aille tirer sur ta voiture ou qu'on mette le feu encore à ton commerce. Comme des voleurs qui te vendraient des systèmes d'alarme. Oui, un peu. Ben oui, mais c'est ça. Prends un système d'alarme parce que moi, je vais venir te voler. Mais c'est exactement ça. Puis il y a quelques mois, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, on commence à voir un peu l'inverse. On met le feu à ton commerce et après, on va te voir pour dire, je pense que tu aurais besoin de protection un peu. Mais là, c'est mes collègues Jean-Louis Fortin et Marc Sandreski du bureau d'enquête qui ont sorti cette histoire-là. Il y a plusieurs restaurateurs du centre-ville. Là, on passe à un autre niveau. Et il y a des images sont saisissantes où on voit le suspect qui entre dans le restaurant. Il y a des clients, il y a des employés. C'est pendant les heures d'ouverture. Et là, tu vois le suspect qui est habillé tout en noir, qui est masqué et qui a un marteau dans les mains et qui se met à tout casser. Les vitrines, les bouteilles d'alcool, il va derrière le bar, il frappe. En anglais, hein? Oui. Et avant de partir, il lui dit en anglais, vous allez payer. Et ce qu'on fait, c'est que maintenant, on n'exige plus un montant par mois. Dans ce cas précis-là, le gars, il demande 100 000 $. Puis quand je dis le gars, on s'entend que c'est pas ce gars-là qui demande 100 000 $. Il y a des commanditaires. Ouais. Mais il y a plusieurs restaurateurs qui ont subi ça. Et s'ils refusent de payer, là, ils reçoivent une enveloppe avec des balles d'armes à feu dans une enveloppe chez eux ou au restaurant. C'est très inquiétant. Puis ce qui est encore plus fâchant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs de ces contrats-là, de ces actes d'extorsion-là qui sont commandés depuis où? Depuis la prison de Donnacona, il y a un prisonnier, je dirais pas son nom, mais c'est un gars qui est emprisonné à vie pour meurtre. Et il commande il fait sa business depuis sa cellule. À distance. C'est incroyable. Du prison-travail. Télétravail, prison-travail. Ça va bien. Mais c'est vraiment devenu un fléau. Puis honnêtement, j'ai pas la solution, mais il faut obligatoirement que les policiers ça bien. Tu sais quoi? Tu sais comment ça va se régler, hein? Comment? La mairesse va dire l'extorsion, c'est non. Mais à un moment donné, il y a un gars qui va rentrer avec un marteau comme ça. Non, il va puis il y a des clients qui vont se mettre dessus. Ça va mal tourner. Ça va mal tourner, exactement. Maxime, merci. Salut. À demain.